Bonjour, je m'appelle Lucian Carter, j'ai 37 ans. J'habite à Seattle, où la bruine qui illumine les lumières de la ville semble toujours cacher des histoires de chagrin. Je suis un entrepreneur immobilier qui a tout construit de zéro après avoir laissé derrière moi un passé douloureux. Mais pour vous raconter comment je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, je dois vous ramener à Franklin, en Pennsylvanie. L'endroit où j'ai grandi, où les souvenirs d'une enfance, à la fois doux et amère, me hantent encore chaque nuit. Dans les années 1980, Franklin était une petite ville aux rues bordées d'arbres et aux chaleureuses maisons en bois. Ma famille vivait dans une vieille demeure dont les murs semblaient imprégnés du rire et de l'amour de ma mère, Eleanor. Ma mère était ma lumière, une femme au sourire doux et aux mains toujours prêtes à m'embrasser. Elle m'a appris à plier des grues en papier, à admirer le coucher du soleil et à croire que ce monde, bien que parfois rude, regorge de merveilles. Je me souviens des après-midi passés assis avec elle dans la cuisine, emplis de l'odeur des biscuits tout juste sortis du four, tandis qu'elle me racontait des contes de fées ou chantait des berceuses que je connais encore par cœur aujourd'hui. Mon père, James Carter, était un homme d'affaires prospère de l'immobilier qui a fondé Carter Enterprises. Il était souvent absent, mais à chaque retour, il m'apportait toujours de petits cadeaux. Une petite voiture, un livre d'images, ou simplement un câlin chaleureux qui me donnait l'impression d'être le centre du monde. Mais cette lumière s'est éteinte quand j'avais 8 ans. Ma mère a reçu un diagnostic de cancer du sein, et cette cruelle maladie l'a emportée en un an seulement. Je me souviens encore du jour où elle était allongée dans son lit d'hôpital, le regard pâli, mais essayant toujours de me sourire. Lucian, tu dois être fort, d'accord? Je serai toujours là dans ton cœur. Ce furent les derniers mots qu'elle m'a adressés avant de fermer les yeux pour toujours. L'enterrement de ma mère est un souvenir flou, comme si j'étais là, mais que mon esprit divaguait ailleurs. Je ne me souviens que du bruit des pleurs, du crépitement de la pluie sur les parapluies et du vide qui me donnait l'impression que le monde entier s'était effondré. Mon père, un homme toujours dur, m'a serré fort dans ses bras ce jour-là, mais j'ignorais que ce serait aussi la dernière fois que je ressentirais sa proximité. Après la mort de ma mère, mon père a changé. Il s'est investi dans le travail pour échapper à la douleur, me laissant dans cette vaste maison aux murs froids. J'ai commencé à me sentir comme une ombre, traversant silencieusement les couloirs, cherchant un peu de chaleur dans les souvenirs de ma mère. L'écharpe qu'elle avait tricotée, le journal intime qu'elle avait laissé derrière elle, ou les grues en papier que nous avions pliées ensemble. Puis, à 10 ans, mon père a ramené Vivian à la maison. Vivian était une femme grande et mince, aux cheveux blonds soigneusement coiffés et au regard acéré comme des couteaux. Elle est entrée chez nous avec ses 2 enfants, Chloé et Elias, comme des invités surprises. Mon père m'a présenté Vivian comme ma nouvelle mère. Mais dès le premier instant, j'ai su qu'elle ne pourrait jamais remplacer ma mère. Vivian apportait une atmosphère étrange. La maison, déjà lugubre après la mort de ma mère, semblait maintenant encore plus oppressante. Elle s'est rapidement emparée de chaque espace, du réagencement des meubles du salon à la composition du menu. Mon père, apparemment captivé par son charme, ne remarquait pas que j'étais peu à peu écarté du cercle familial. Chloé, de 2 ans mon aînée, était une fille hautaine au sourire faux. Elias, d'1 an mon cadet, était agressif et adorait se battre. Dès les premiers jours, ils m'ont donné l'impression de ne pas être à ma place. Chloé se moquait souvent de moi, me traitant d'orpheline quand mon père et Vivian n'étaient pas là. Elias aimait me pousser par terre ou cacher mes jouets, riant joyeusement dès que je m'énervais. Vivian non seulement tolérait, mais encourageait aussi le comportement de Chloé et Elias. Elle proférait souvent des paroles dures, comme si mon existence était un fardeau. Lucian, pourquoi ne peux-tu pas être comme Chloé et Elias? Ils sont tellement mieux élevés que toi, dit-elle d'un ton doux mais teinté de malice. Un jour, je l'ai entendu dire à mon père que j'étais l'enfant en trop, que je lui avais rappelé ma mère, un souvenir qu'elle voulait effacer. J'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait, mais il a simplement fait signe que je devais m'adapter à ma nouvelle famille. Vivian est quelqu'un de bien, Lucian. Tu dois lui laisser du temps, a-t-il dit, le regard las. Je ne le lui en voulais pas entièrement. Il essayait de reconstruire sa vie, de combler le vide laissé par ma mère. Mais chaque fois qu'il rejetait mes paroles, j'avais l'impression de perdre un peu de son amour. Les années qui ont suivi ont été une longue série de souffrances. À l'école, je suis devenu renfermé et taciturne. Mes camarades ont commencé à me surnommer l'enfant bizarre parce que je passais souvent seul à dessiner des grues en papier ou à gribouiller dans le vieux carnet de ma mère. À la maison, j'essayais d'éviter Vivian et ses enfants, mais ils trouvaient toujours le moyen de me faire du mal.
Un jour, à 12 ans, Elias a déchiré une grue en papier que ma mère et moi avions pliée. Je me suis jeté sur lui, les larmes aux yeux de colère et de douleur. Vivant est apparu à ce moment-là, sans prendre la peine de demander ce qui s'était passé, et m'a giflé violemment. « Comment oses-tu frapper mon fils, sale gosse mal élevé ?» a-t-elle crié en prenant Elias dans ses bras comme s'il était la victime. Mon père, en entendant l'histoire, s'est contenté de soupirer et de me demander pardon. Je ne me suis pas excusé. Au lieu de cela, j'ai couru dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Ces blessures se sont accumulées comme des cicatrices invisibles que j'avais portées toute mon enfance. J'ai commencé à rêver du jour où je pourrais quitter Franklin, laisser vivant, Chloé et Elias derrière moi. J'imaginais partir quelque part, loin de tout, où personne ne me connaîtrait, où je pourrais prendre un nouveau départ. Mais à l'époque, je n'étais qu'un garçon de 12 ans, sans argent, sans pouvoir, avec seulement des grues en papier et les souvenirs de ma mère à portée de main. Un soir, à 13 ans, j'ai trouvé le journal intime de ma mère dans une vieille boîte sous mon lit. Ces mots manuscrits étaient comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Elle y écrivait sur moi, sur son amour pour moi et son espoir que je devienne un homme fort et bienveillant. Mon Lucian, tu es mon cadeau le plus précieux. Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Écrivait-elle. Je lisais et relisais ces mots comme un charme protecteur. Ce journal est devenu mon refuge où je déversais ma colère, ma solitude et mes rêves de liberté. Je me suis promis, à ma mère et à moi-même, qu'un jour je quitterai cet endroit. Je ne laisserai ni Vivien ni personne d'autre me définir. Mes dernières années de collège se sont déroulées dans le silence et l'endurance. J'excellais à l'école non pas pour plaire à mon père ou à Vivien, mais parce que je savais que l'éducation était ma seule issue. Je passais des heures à la bibliothèque à lire tout ce que je pouvais. Des livres d'affaires de mon père aux romans d'aventure de ma mère, je rêvais d'un avenir où je pourrais voler de mes propres ailes, où je n'aurais à me soumettre à personne. À 16 ans, mon père a commencé à envisager que je reprenne Carter Enterprises. Un jour, il m'a convoqué dans son bureau où des portraits de générations de Carter étaient accrochés au mur et m'a parlé de l'héritage familial. « Lucian, tu es l'héritier. Cette entreprise sera à toi, a-t-il dit d'une voix pleine de fierté. Mais je n'étais pas fier. Je ressentais une pression, et une partie de moi se demandait s'il voulait vraiment que je prenne la relève ou s'il essayait simplement de rattraper les années où il m'avait négligé. Vivien, bien sûr, n'était pas ravi de l'idée. Je l'ai entendu dire à mon père que je n'étais pas assez mature pour diriger l'entreprise, qu'Elias était celui qui avait des qualités de leader. Elias, un adolescent de 15 ans qui ne savait que harceler les autres, était un leader à ses yeux. Je n'étais pas surpris, mais ces mots me blessaient encore comme un couteau. À 17 ans, j'ai reçu une lettre d'admission d'une université loin de Franklin. C'était la première lueur d'espoir que je ressentais depuis des années. Je savais que c'était l'occasion pour moi de quitter la maison pleine de chagrin pour commencer une nouvelle vie. J'ai fait mes valises, emportant le journal de ma mère et quelques grues en papier, me préparant au voyage qui m'attendait. La veille de mon départ, je me suis regardé dans le miroir. Je n'étais plus le garçon de 12 ans qui pleurait sur une grue en papier déchiré. J'étais plus grand, plus fort, mais au fond de moi, je portais encore la douleur de la perte de ma mère. L'indifférence de mon père et les cicatrices laissées par Vivien, Chloé et Elias. Je me suis promis de ne pas laisser le passé définir mon avenir. Je construirais une nouvelle vie, une vie dont ma mère serait fière. C'est ainsi que j'ai quitté Franklin, emportant avec moi des souvenirs douloureux, mais aussi une détermination farouche. Je suis monté dans le bus, quittant la ville tôt un matin, alors que la brume enveloppait encore les rues bordées de chênes. Dans mon sac à dos, je n'avais que quelques vêtements, le journal de ma mère et les grues en papier usé. Je ne me suis pas retourné, refusant de revoir la maison où je m'étais senti autrefois étrangère. J'avais 18 ans, une fortune, sans famille sur qui compter. Mais j'avais quelque chose que Vivien, Chloé ou Elias ne pourraient jamais m'enlever, l'espoir. Le bus m'a emmené à Pittsburgh où je commencerai ma vie universitaire à l'université Carnegie Mellon. J'avais choisi cette université non seulement pour la bourse, mais aussi parce qu'elle était suffisamment éloignée de Franklin pour me permettre de respirer. Lorsque le bus s'est arrêté à la gare, je me suis retrouvé au milieu d'une ville inconnue, contemplant les gratte-ciels imposants et la foule animée. Mon cœur était à la fois excité et effrayé. C'était ma chance de prendre un nouveau départ, mais c'était aussi la première fois que je devais affronter le monde sans personne derrière moi. Ma chambre était une petite chambre exiguë avec 2 lits superposés et un bureau branlant.
Mon colocataire, Raj, était un Indien américain au sourire amical et à la voix énergique. « Et, Luciane, d'où viens-tu » m'a-t-il demandé dès que j'ai traîné ma valise dans la chambre. J'ai hésité, ne voulant pas parler de Franklin ni de ma famille. « Une petite ville, rien de spécial » ai-je répondu, et Raj a hoché la tête sans insister davantage. J'en étais reconnaissant. Les premiers jours à l'université ont été un tourbillon d'expériences nouvelles. J'étais submergé par les cours magistraux denses et les étudiants qui m'entouraient. Ils semblaient bien plus confiants que moi. J'ai choisi la gestion d'entreprise, en partie parce que je savais que mon père voulait que je reprenne Carter Enterprises, mais aussi parce que je voulais prouver que je pouvais accomplir quelque chose de grand sans lui ni personne d'autre. Mais la vie universitaire n'était pas aussi facile que je l'avais imaginé. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais les frais de subsistance, la nourriture, les livres et les petites choses comme le savon ou le dentifrice m'ont vite fait comprendre que j'avais besoin d'un emploi. J'ai été embauché comme serveuse dans un café près du campus. L'odeur du café torréfié emplissait mes matinées et le bruit de la machine résonnait comme une chanson sans fin. Ce travail accaparait la majeure partie de mon temps libre, mais il me procurait un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu à Franklin. Travailler au café m'a aussi appris à interagir avec les inconnus. J'étais d'un naturel réservé, gardant toujours mes distances de peur d'être blessé, comme lorsque j'étais enfant. Mais ici, je devais sourire aux clients, discuter avec mes collègues et parfois écouter leurs histoires de vie. Il y avait une vieille dame nommée Martha qui venait au café tous les mercredis, commandant toujours un latte lisant pendant des heures. Un jour, elle m'a regardé et m'a dit, « Tu as des yeux tristes, mais pleins de détermination. Ne laisse pas le passé te retenir, d'accord ?» Je me suis contenté de sourire, mais ces mots m'ont profondément blessé, ravivant la douleur que j'essayais d'enfouir. Tard le soir, de retour à la résidence universitaire, je m'asseyais à mon bureau et ouvrais le journal intime de ma mère. J'y ai tout raconté, de la petite joie de réussir un examen à la solitude de voir mes camarades appeler à la maison pour raconter leur vie à leur famille. Je n'ai pas appelé Franklin. Mon père m'a appelé plusieurs fois, mais nos conversations étaient toujours brèves et embarrassées. « Ça va, Lucien » demandait-il. « Oui, je vais bien » répondais-je, même si je luttais tous les jours. Je ne voulais pas qu'il sache à quel point c'était difficile. Je ne voulais pas qu'il me prenne pour une faible. Vivien, bien sûr, n'a jamais appelé. J'ai appris par mon père qu'elle et ses 2 enfants vivaient toujours chez lui, qu'Elias préparait ses études supérieures et que Chloé s'inscrivait dans des clubs sociaux. Ces histoires me donnaient l'impression d'être une étrangère, comme si je n'avais jamais fait partie de cette famille. Mais, étrangement, leur indifférence ne me faisait plus autant de mal. Je construisais ma propre vie, et c'était le plus important. L'université ne se résumait pas à des études et à du travail. J'ai commencé à me faire de nouveaux amis. Des gens qui ignoraient tout de mon passé. Raj est devenu mon meilleur ami. Il m'entraînait souvent à regarder les matchs de basket de l'école ou à des fêtes étudiantes bruyantes où je me tenais généralement dans un coin, un soda à la main, à observer tout le monde. « Tu devrais te détendre un peu, Luciane » disait Raj en me tapant sur l'épaule. Je souriais, mais je savais que ma nature réservée n'était pas facile à surmonter. Un jour, en cours d'économie, j'ai rencontré Sarah, une fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux pétillants de vie. Elle s'est assise à côté de moi, m'a demandé un stylo, et de là, nous avons commencé à discuter. Sarah était différente de toutes les autres que j'avais rencontrées. Elle était directe, drôle, mais aussi sensible. Un jour, alors que j'évoquais ma mère avec désinvolture, elle m'a pris la main et m'a dit, « Aimer quelqu'un qu'on aime est la chose la plus difficile, mais tu es toujours là, tu continues à essayer. C'est vraiment admirable. » Je ne savais pas quoi répondre, seulement que pour la première fois depuis des années, je me sentais comprise. Sarah et moi sommes devenus amis, puis nous nous sommes rapprochés. Nous avions étudié ensemble, restant tard à la bibliothèque, partageant des sacs de biscuits et des histoires de rêves. Elle voulait devenir journaliste pour raconter des histoires qui pourraient changer le monde. Je lui ai parlé de mon rêve de construire des projets immobiliers, pas seulement pour le profit, mais pour aider les communautés, des logements abordables, des espaces verts, des endroits où les gens pourraient se sentir chez eux. Sarah était toujours à l'écoute, et parfois son regard me laissait croire que ses rêves n'étaient pas si irréels. Mais la vie n'était pas toujours facile. Certains jours, j'étais épuisé par la conciliation entre le travail scolaire et les émotions encore vivaces du passé. Un soir, alors que je travaillais tard au café, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix tremblait,
contrairement à son habitude. Luciane, je veux que tu rentres à la maison pour Noël. La famille a besoin de toi. J'ai senti une colère et une douleur sourde monter en moi. La famille? Quelle famille? Celle qui m'avait mise à l'écart, qui avait laissé Vivien et ses enfants me tourmenter. Je lui ai dit que j'étais occupé, que j'avais un examen important, et j'ai raccroché. Mais après, je me suis assis dans un coin de la boutique, les mains tremblantes, me demandant si j'étais trop dur avec lui. Ce Noël-là, je ne suis pas retourné à Franklin. Je suis resté à Pittsburgh, faisant des heures supplémentaires pour gagner de l'argent et éviter le vide. Raj m'a invité à dîner chez sa famille, et j'ai passé une soirée chaleureuse avec eux. Des gens qui m'ont accueilli comme si j'étais l'un des leurs. Mais de retour à la résidence universitaire, j'ai ouvert le journal intime de ma mère et j'ai pleuré. Elle me manquait, les Noëls de son vivant me manquaient. Quand la maison de Franklin était remplie de rire, je me suis demandé si je retrouverais un jour ce sentiment. En deuxième année, j'ai rejoint le club d'entrepreneuriat de l'université. C'est là que j'ai appris à concrétiser mes idées, que j'ai rencontré des jeunes ambitieux et passionnés. J'ai présenté un projet de logement abordable inspiré des quartiers pauvres que j'avais visités à Pittsburgh. Mon projet a été sélectionné pour être présenté à un concours universitaire de création d'entreprise. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment précieux. La veille de la présentation, je suis resté éveillé à m'entraîner devant le miroir, imaginant ma mère assise là, me souriant. La présentation a été un succès au-delà de mes espérances. Mon équipe a remporté la 2e place et un professeur m'a proposé de devenir assistant de recherche pour un projet sur le développement urbain durable. Ce fut un tournant dans ma vie. J'ai commencé à croire que je pouvais réussir. Que je n'étais pas seulement le garçon mis de côté par sa belle famille. Mais la joie a été de courte durée. Un jour, j'ai reçu une lettre de Franklin. Pas de mon père, mais de Vivant. La lettre était brève, froide, m'informant que mon père souhaitait que je travaille chez Carter Enterprises après l'obtention de mon diplôme. James pense que tu as du potentiel, même si je n'en suis pas si sûr, a-t-elle écrit. J'ai déchiré la lettre, tellement en colère que j'avais envie de hurler. Vivien, qui ne m'avait jamais considéré comme un membre de la famille, voulait maintenant contrôler mon avenir. J'ai décidé de ne pas retourner à Franklin, de ne pas travailler pour Carter Enterprises. Je tracerai ma propre voie. Mes dernières années d'université ont passé plus vite que prévu. J'ai enchaîné les petits boulots, du serveur au tutorat pour les premières années. J'ai économisé chaque centime, non par avarice, mais parce que je voulais un filet de sécurité pour ne jamais dépendre de qui que ce soit. Sarah est restée à mes côtés comme une amie, une confidente, et parfois je me demandais si je commençais à ressentir quelque chose de plus profond pour elle. Mais je n'étais pas prêt à ouvrir mon cœur. L'ombre de mon passé était encore trop lourde. À la remise des diplômes, je me tenais dans l'auditorium à regarder les familles applaudir leurs proches. Mon père n'est pas venu. Il m'a envoyé une carte de félicitations avec un chèque que je n'ai jamais touché. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. J'étais juste triste, sachant que la distance entre nous s'était trop creusée et que je n'étais pas sûr qu'elle puisse être comblée. J'ai quitté Pittsburgh avec un diplôme en administration des affaires, un rêve ambitieux. Je m'imaginais partir pour une nouvelle ville, peut-être Seattle ou Boston, où je pourrais commencer ma carrière dans l'immobilier à ma façon, en construisant des logements abordables, des communautés durables, des endroits où les gens pourraient se sentir chez eux. Mais la vie, comme ma mère l'a dit un jour, a toujours tendance à nous forcer à affronter ce que nous essayons d'échapper. Quelques semaines seulement après l'obtention de mon diplôme, un appel de mon père m'a ramené à Franklin, là où j'avais juré de ne jamais retourner. C'était un après-midi pluvieux et j'étais assise dans mon petit appartement de Pittsburgh, à examiner les offres d'emploi de quelques startups. Le téléphone a sonné et la voix de mon père est apparue, basse mais lourde d'urgence. Luciane, j'ai besoin que tu rentres à la maison. Carter Enterprises a besoin de toi. Je me suis tue, la main serrée sur le téléphone. Chez moi? C'était là où Vivien me traitait de fardeau. Là où Chloé et Elias me ridiculisaient. Mais le ton de mon père ne laissait aucune place au refus. C'est l'héritage familial, Luciane. Tu es l'héritier. Je ne rajeunis pas, a-t-il dit, et j'ai perçu l'épuisement dans ses mots. J'avais envie de dire non. De crier que je n'avais pas besoin de Carter Enterprises, que je pouvais m'en sortir seul. Mais une part de moi, celle qui aspirait encore à son approbation, vacillait.
Je repensais aux fois où il me parlait de l'entreprise, aux portraits accrochés dans son bureau, à l'héritage que lui et les générations précédentes avaient bâti. Je me demandais si c'était l'occasion de prouver que je n'étais pas l'échec que Vivien avait toujours prétendu être. Alors, contre toute attente, j'acceptai. Je fis mes bagages, dis au revoir à Pittsburgh, promis à Sarah de rester en contact et retourner à Franklin. Lorsque le bus passa devant le panneau « Bienvenue à Franklin, Pennsylvanie », mon estomac se noua. La vieille maison se dressait devant moi, toujours majestueuse, mais aussi froide que dans mes souvenirs. Vivien se tenait à la porte, son sourire faux plaqué. « Luciane, ça fait si longtemps », dit-elle d'une voix mielleuse. J'acquiesçai, ne dis rien, et entrai, me sentant comme un voyageur perdu en terre étrangère. Carter Enterprises était situé au cœur de Franklin, un immeuble de 3 étages à la façade de verre étincelante. Mon père m'accueillit dans son bureau et me serra brièvement dans ses bras, gêné. « Tu as tellement grandi, dit-il, les yeux teintés de tristesse. » J'aurais voulu lui demander pourquoi il n'était pas venu à ma remise de diplôme, pourquoi il avait laissé Vivant contrôler notre famille, mais je me suis tu. Je savais que je n'étais pas là pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour travailler. Il m'a présenté à l'équipe, me surnommant celui qui reprendrait l'entreprise un jour. J'ai vu quelques regards sceptiques, notamment celui d'Elias, maintenant âgé de 22 ans, avec un sourire suffisant. Il travaillait au département développement de projet, un poste que je soupçonnais d'avoir été arrangé par Vivant. Claude, maintenant une élégante de 25 ans, s'occupait des relations publiques. Vivant, bien sûr, n'avait pas de titre officiel, mais était présent à chaque réunion, tel une ombre tirant les ficelles en coulisses. J'ai commencé comme chef de projet subalterne, une façon pour mon père de me tester, comme il le disait. Mais j'ai vite compris que c'était un stratagème de Vivant. Elle et Elias voulaient me garder sous leur coupe, facile à contrôler alors qu'ils manœuvraient pour prendre le pouvoir au sein de l'entreprise. Ils me confiaient des tâches subalternes, vérifier des documents, rédiger des rapports, et même faire des courses, comme si j'étais un stagiaire et non le fils du président. J'ai serré les dents et j'ai enduré, déterminé à prouver que je n'étais pas inutile. J'ai passé des heures à étudier les projets de l'entreprise, à lire tous les documents que je pouvais trouver. Carter Enterprises avait été une entreprise visionnaire, construisant des logements sociaux et des centres communautaires. Mais sous l'influence de Vivien, elle s'était orientée vers des projets de luxe, des appartements haut de gamme, des centres commerciaux, des activités générant des profits importants. J'ai perçu cela comme une trahison de ce que mon père m'avait appris, une trahison de la mission de Carter Enterprises, qui avait toujours été la sienne. C'était aussi contraire à mes rêves. J'ai commencé à proposer des idées lors de réunions. J'ai parlé de construction de logements sociaux, d'utilisation de matériaux écologiques et d'investissement dans les quartiers oubliés de Franklin. Quelques employés expérimentés soutenaient mes idées, mais Vivien et Elias les rejetaient toujours. « Lucien, tu es jeune. Tu ne comprends pas le marché, » dit Elias avec condescendance. Vivien souriait et disait des choses comme « bonne idée, mais ce n'est pas pratique. Il faut penser au profit. » Mon père, qui aurait dû me soutenir, restait assis en silence, le regard perdu. Son silence était plus blessant que les pics de Vivien. J'aurais voulu qu'il prenne la parole, qu'il me défende comme il le faisait quand j'étais enfant. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à me demander s'il souhaitait vraiment que je reprenne l'entreprise ou s'il m'avait rappelé par culpabilité. La tension a atteint son paroxysme lors d'une réunion concernant un nouveau projet, un complexe hôtelier de luxe qu'Elias et Vivien défendaient. Il s'agissait de démolir un vieux quartier où vivaient des centaines de familles. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je me suis levé, la voix tremblante mais ferme, et j'ai présenté un plan alternatif. Rénover le quartier, construire des logements abordables et créer des emplois pour les habitants. Ce n'est pas seulement une question de profit, ai-je dit. C'est une question de responsabilité envers la communauté. Le silence est tombé dans la salle. J'ai regardé mon père, espérant qu'il me soutienne, mais il s'est contenté de soupirer et de dire « Luciane, tu es trop naïf. Le projet d'Elias est déjà approuvé. On ne peut pas le changer maintenant. » Ces mots ont été blessants. Elias a esquissé un sourire narquois. Vivant a applaudi comme si elle venait de voir une pièce de théâtre. Mon sang a bouilli, mais je n'ai rien dit. J'ai pris mes dossiers et j'ai quitté la réunion, la porte claquant derrière moi. Ce soir-là, je suis resté assis dans mon ancienne chambre à contempler les grues en papier accrochées au mur. J'ai appelé Sarah, la seule personne qui, selon moi, pouvait me comprendre.
Je n'ai rien à faire ici, Sarah, ai-je dit d'une voix étranglée. J'ai essayé, mais ils n'ont pas besoin de moi. Elle m'a écouté, puis a dit, Luciane, tu n'as rien à leur prouver. Tu es toi, et ça suffit. Ces mots m'ont réconforté, mais ils n'ont pas pu effacer la douleur de la trahison. J'ai commencé à penser à quitter Franklin. Je ne voulais pas vivre dans l'ombre de Vivant ni travailler pour une entreprise qui allait à l'encontre de mes valeurs, mais une part de moi voulait rester, sauver Carter Enterprises, reconquérir l'héritage que mon père et ses ancêtres avaient bâti. J'étais tiraillé entre la loyauté envers mon père et le désir de liberté. Un matin, je suis allé au bureau tôt, espérant parler seul à seul avec mon père. J'ai frappé à sa porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Je l'ai poussé et je l'ai trouvé affalé sur son bureau, serrant contre moi une vieille photo de ma mère. Je me suis figé, ne sachant que faire. Il a levé les yeux, le regard las. Luciane, a-t-il dit d'une voix rauque, je suis désolé. Je n'ai pas été le père que tu méritais. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon père si vulnérable. J'aurais voulu le serrer dans mes bras pour lui dire que je lui pardonnais, mais je n'y suis pas parvenu. Trop de douleur s'était accumulée. J'ai simplement hoché la tête et quitté la pièce, emporté par un mélange de douleur et d'espoir. Peut-être qu'au fond, le père qui m'aimait autrefois était toujours là. Mais cet espoir a été de courte durée. Lors d'une autre réunion, Elias m'a ouvertement critiqué devant le personnel, qualifiant mes idées d'enfantine. Vivant a ri, et mon père est resté silencieux. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai dit, si c'est comme ça que tu veux diriger l'entreprise, je n'ai rien à faire ici. Je suis sorti, ignorant l'escalier qui me suivait. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages, résolu à quitter Franklin. Je ne savais pas où j'irais, mais je savais que je ne pouvais pas rester. J'ai écrit une lettre à mon père disant que je n'étais pas en colère, mais que je devais trouver ma propre voie. Je l'ai laissé sur son bureau et j'ai quitté Franklin à l'aube, emporté par la douleur et un sentiment de libération. Je conduisais sans but, incertain de ce que je cherchais ni de l'endroit où j'allais atterrir. J'ai continué, conduisant, me reposant, puis reprenant la route, comme si fuir le passé suffisait. Après presque une semaine à errer sur les autoroutes, dormant dans un motel inconnu et délabré, j'ai décidé que ma destination serait Seattle. C'est là que je commencerai à écrire ma propre histoire. J'ai choisi Seattle pour une raison simple, c'était à l'autre bout du pays, aussi loin que possible de Franklin. Je n'avais pas de plan précis, pas de relation, pas d'emploi en vue, juste un diplôme en administration des affaires, quelques milliers d'économies et le rêve ardent de bâtir des communautés durables. En arrivant dans le centre-ville de Seattle, j'ai respiré l'air marin salé mêlé à l'arôme du café des petits cafés de bord de route. Cette ville, avec ses gratte-ciel et ses pluies soudaines, semblait promettre un nouveau départ. Les premiers jours à Seattle furent un défi. J'ai loué une petite chambre humide à Rainy Valley, où les murs s'écaillaient et où le bruit des klaxons résonnait toute la nuit. Mes économies ont diminué plus vite que prévu et j'ai dû trouver du travail immédiatement. J'ai décroché un poste d'assistant dans une petite agence immobilière, Green Horizon, spécialisée dans les projets de logements sociaux. Le travail n'était pas prestigieux. Je me contentais principalement de gérer la paperasse, de répondre au téléphone et de faire des courses. Mais cela m'a permis d'apprendre auprès de personnes véritablement passionnées par la transformation des communautés. Le propriétaire de l'entreprise, Harold Christie, était un homme nordique d'une 50aine d'années. Grand et robuste, il avait le regard perçant, mais un sourire chaleureux et amical. Il remarquait mon travail acharné et me demandait souvent mon avis lors des réunions, même si je n'étais qu'un nouvel employé. Un jour, alors que je lui avais suggéré de transformer un terrain abandonné en parc communautaire, il a hoché la tête et m'a dit, « Tu as une vision, Luciane. Ne laisse personne t'en faire douter. » Ces mots m'ont rappelé ma mère, les lignes de son journal intime, et j'ai senti une bouffée d'énergie monter en moi. Mais la vie à Seattle n'était pas toujours facile. Certains soirs, allongé sur mon lit grinçant, je fixais le plafond fissuré, me demandant si j'étais sur la bonne voie. Sarah me manquait. Nos séances d'études nocturnes à la bibliothèque, sa voix chaleureuse. Nous restions en contact par téléphone, mais la distance et nos emplois du temps chargés rendaient nos conversations moins fréquentes. « Je suis fier de toi, Luciane », m'a-t-elle dit lors d'un appel. « Mais n'oublie pas de prendre du temps pour toi, d'accord ?» J'ai souri, promis de le faire, mais au fond de moi, je savais que je me lançais dans une course contre la montre,
essayant de prouver que je n'avais pas besoin de Franklin ou de Carter Enterprises. Ma première année à Seattle a été un travail acharné. J'ai appris à analyser les marchés immobiliers, à négocier avec les entrepreneurs et à collaborer avec les associations locales. Green Horizon n'était pas aussi important que Carter Enterprises, mais ici, je me sentais valorisé. J'ai commencé à travailler sur un projet d'envergure, la construction de logements abordables pour les familles à faible revenu. J'ai passé des heures à faire des recherches sur les plans, à trouver des matériaux écologiques et à collaborer avec des urbanistes. Une fois le projet terminé, voir les familles emménager dans leur nouvelle maison m'a apporté une joie que je n'avais jamais ressentie à Franklin. Mais le succès n'a pas été facile. Certains jours, je travaillais jusqu'à l'épuisement, m'endormant à mon bureau au milieu de piles de papier. Il m'est arrivé d'être rejeté par les investisseurs, me jugeant trop idéaliste pour parler de développement durable. Un jour, un grand investisseur m'a regardé et m'a dit, « Tu es jeune, Lucian. Le marché ne se soucie pas des rêves. Il se soucie de l'argent. » J'ai souri, mais intérieurement, j'étais furieux. Je ne voulais pas devenir quelqu'un qui court après le profit à tout prix, comme Vivien et Elias l'avaient fait avec Carter Enterprises. Pour joindre les deux bouts, j'ai pris un emploi à temps partiel dans un bar le week-end. Le travail était épuisant, avec des horaires tardifs et des clients ivres, mais cela m'a appris la patience et à gérer la pression. Un soir, alors que j'essuyais le comptoir, j'ai entendu un client parler de son père, un homme qui avait abandonné sa famille pour travailler. Cette histoire m'a fait penser à mon père, à la lettre que j'avais laissée sur son bureau. Je me suis demandé s'il l'avait lue, s'il avait pensé à moi, mais j'ai vite repoussé cette pensée. Je ne pouvais pas laisser le passé me retenir. Au cours de ma deuxième année à Seattle, j'ai commencé à me forger une réputation. Le projet de logements sociaux de Green Horizon a attiré l'attention des médias locaux et mon nom est apparu dans un article intitulé « Jeune homme. Changer le paysage de Seattle ». Harold m'a appelé dans son bureau, m'a tapoté l'épaule et m'a dit « Tu t'en sors très bien, Lucian, mais ce n'est que le début. » Il m'a proposé de diriger un nouveau projet plus vaste, un complexe combinant logement, parc et centre communautaire. J'ai accepté, sachant que ce serait mon plus grand défi à ce jour. Après près de 3 ans de travail acharné, le complexe était enfin terminé. Le jour de l'inauguration, je me tenais dans le nouveau parc à regarder les enfants jouer et les familles rire ensemble. Et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai pensé à ma mère, aux grues en papier, à ces mots m'exhortant à ne jamais douter de ma valeur. J'y étais parvenu, non pas avec Carter Enterprises, ni avec l'aide de mon père, mais par moi-même. Mais la vie a toujours tendance à nous ramener à nos racines. Un matin, alors que je me préparais pour une réunion, mon téléphone a sonné. Une voix de femme inconnue s'est présentée comme une infirmière qui avait soigné mon père dans ses derniers jours. « James est décédé, Monsieur Carter, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai besoin de vous rencontrer. Il y a des choses que vous devez savoir. » Mon cœur sembla s'arrêter. Mon père était parti. Pourquoi personne ne me l'avait dit? Et de quel secret parlait-elle? J'ai tout mis en suspens et réservé un vol pour Franklin. Je ne savais pas à quoi j'avais été confronté, mais je savais que le passé, malgré mes efforts pour y échapper, me rappelait. J'ai regardé par la fenêtre, observant la pluie tomber sur les rues de Seattle, et je me suis dit que quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne détruire ce que j'avais construit. La pluie tombait doucement sur les rues de Franklin lorsque j'ai posé le pied dans la ville après presque 5 ans d'absence. Je ne suis pas allé à la maison, mais me suis dirigé directement vers les pompes funèbres Franklin, situées au bout de Maple Street. C'était un petit bâtiment aux murs blancs et aux portes en verre dépoli. En entrant, une odeur de lys m'a envahi, se mêlant à la fraîcheur de la climatisation. J'ai aperçu quelques visages familiers, des employés chevronnés de Carter Enterprises, d'anciens voisins. Mais personne n'osait croiser mon regard. Ils chuchotaient, détournant le regard comme si j'étais un fantôme du passé. Puis je les ai aperçus, Vivien, Chloé et Elias, debout dans un coin, près du cercueil de mon père. Vivien, la cinquantaine, affichait toujours son allure soignée, avec ses cheveux blonds soigneusement bouclés et sa robe noire élégante. Chloé, le visage fortement maquillé, parlait à un homme que je ne reconnaissais pas. Elias, plus grand que dans mes souvenirs, se tenait les bras croisés, le regard froid et provocateur. Ils ne m'ont pas remarqué au début, mais lorsque je me suis approché, ils se sont tous les trois retournés, et l'atmosphère de la pièce a semblé se figer. Lucian, Vivien, a pris la parole la première, d'une voix mielleuse,
mais âpre comme une épine. Que fais-tu ici? Sa façon de s'adresser à moi comme à une étrangère m'a fait bouillir de rage. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. Je suis ici pour dire au revoir à mon père, dis-je d'une voix ferme mais posée. J'ai parfaitement le droit d'être ici, Vivien, dit-elle avec un sourire narquois en s'approchant, ses talons au claquant sur le parquet. C'est vrai, tu as abandonné James, tu as abandonné cette famille. Tu crois pouvoir débarquer ici en héros? Elle jeta un coup d'œil à Chloé et Elias comme pour chercher leur soutien. Chloé hocha la tête, et Elias fit un pas en avant, me toisant de haut en bas. Tu es ici pour réclamer l'héritage, n'est-ce pas, dit Alia d'un ton condescendant. Ne fais pas semblant d'être en deuil. Papa n'avait pas besoin de toi, et nous non plus. Je serrai les poings, luttant pour réprimer ma colère. J'aurais voulu crier que je ne me souciais jamais de la fortune de mon père, que je voulais juste le voir une dernière fois. Mais je savais que discuter avec eux était inutile. Ils avaient construit un récit dans leur tête où j'étais la traîtresse, la cupide. J'ai regardé, au-delà d'Elias, le cercueil en chêne au centre de la pièce, drapé de fleurs blanches. Mon père gisait là, et je n'étais pas prête à affronter la réalité, il était parti pour toujours. Je ne suis pas là pour discuter, dis-je en dépassant Elias pour me diriger vers le cercueil. Mais Vivien a bloqué mon chemin, tu n'as pas le droit de t'approcher de lui, dit-elle d'une voix basse mais menaçante. James était mon mari, le père de Chloé et Elias. Tu ne fais plus partie de ma famille. Ces mots me transpercèrent le cœur comme une lame. Je la regardai, puis Chloé et Elias, qui se tenaient derrière elle avec un sourire narquois. J'aurais voulu la repousser pour crier que j'étais le fils de mon père, que personne ne pourrait m'empêcher de lui dire au revoir. Mais j'ai vu le regard du spectateur, sa curiosité, sa pitié, et j'ai su que faire une scène ne ferait que leur donner raison à mon sujet. Vivien, dis-je d'une voix calme mais glaciale. Tu n'as pas le droit de décider qui est la famille de mon père. Je reste et je m'occuperai de ses funérailles. Si tu veux m'en empêcher, appelle la police. Mais je te préviens, je connais mes droits. Elle se figea, ne s'attendant visiblement pas à une réponse aussi ferme. Aya s'avança, sur le point de dire quelque chose, mais Vivant leva la main pour l'arrêter. D'accord, Luciane, dit-elle, son sourire revenant, teinté de venin. Tu peux rester, mais ne pense pas que tu obtiendras quoi que ce soit de James. Il nous a tout légué. Je ne répondis pas. L'héritage ou les entreprises Carter ne m'intéressaient pas, je voulais juste dire au revoir à mon père, être à ses côtés une dernière fois. Je dépassai Vivien et me dirigeai vers le cercueil. Mon père gisait là, le visage émacié, les yeux clos comme s'il dormait. Ma gorge se serra, les larmes menaçant de couler. Je suis désolé, papa, murmurai-je en effleurant le bord du cercueil. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Les heures qui suivirent passèrent comme un rêve. J'organisai les funérailles malgré les regards froids de Vivant et de ses enfants. J'ai choisi une chanson que mon père adorait, Amazing Grace, celle que ma mère me chantait. J'écrivis un court éloge funèbre évoquant des souvenirs d'enfance, lorsque mon père était l'homme qui me serrait contre lui et partageait ses rêves avec moi. Je ne mentionnais ni Vivien ni les années d'éloignement. Je voulais juste que les gens se souviennent de mon père comme je m'en souvenais. Mais Vivien ne me laissait pas en paix. Tout au long des funérailles, elle murmura à Chloé et Elias, me désignant du doigt comme si j'étais une intruse. Alors que je me levais pour prononcer l'éloge funèbre, Elias toussa bruyamment, me perturbant délibérément. Quelques personnes se retournèrent pour me regarder, mais je ne m'arrêtai pas. Je continuai de parler, la voix tremblante, mais résolue. Et quand j'eus terminé, je vis quelques images de Carter. Les anciens employés d'Enterprises hochent la tête, les yeux rouges. Ils comprenaient. Ils savaient qui était vraiment mon père. Après les funérailles, alors que les gens commençaient à partir, Vivien m'a pris à part. Tu te crois intelligent, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix basse mais venimeuse. Tu peux rester là à faire semblant d'être en deuil, mais ne songe pas à priver James de quoi que ce soit. Son testament est écrit, et ton nom n'y figure pas. Je la regardai, plus épuisée que furieuse. Je me fiche du testament, Vivien, dis-je. Je suis venu ici pour mon père, pas pour l'argent, raillait-elle comme si elle ne me croyait pas, puis se détourna, entraînant Chloé et Elias avec elle. Cette nuit-là, je logeais dans un petit hôtel en périphérie de Franklin. Je ne supportais pas de dormir. Dans cette vieille maison, où chaque recoin réveillait des souvenirs de jours douloureux.
Allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, j'essayais de me remémorer le visage de mon père dans le cercueil. Je me demandais s'il savait à quel point j'avais essayé, s'il savait que je l'aimais encore malgré tout. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à quitter Franklin, une femme apparut dans le hall de l'hôtel. Elle portait un manteau vert clair, les cheveux attachés haut et le regard empli d'inquiétude. « Monsieur Carter » demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée, « c'est moi qui vous ai appelé. J'étais l'infirmière de votre père. » Mon cœur battait la chamade. « Qui êtes-vous » demandai-je en essayant de garder mon calme. « Et que voulez-vous me dire sur mon père » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. Puis elle me tendit une épaisse enveloppe. « Voici ce que Monsieur James voulait que je vous donne, dit-elle. Mais soyez prudent. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous sachiez la vérité. » Je pris l'enveloppe, sentant son poids comme s'il portait le monde. Je voulus l'ouvrir immédiatement, mais le regard inquiet de l'infirmière m'en empêcha. « Lisez-la en lieu sûr, dit-elle, puis elle se retourna et disparut dans la foule des rues de Franklin. Je retournai dans ma chambre, verrouillai la porte et ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon père, accompagnée d'un testament notarié. J'en lus les premières lignes et mon cœur sembla s'arrêter. « Lucian, mon fils, je suis désolé pour tout. Je t'ai laissé endurer tant de souffrances. C'est la vérité que je veux que tu saches. » L'écriture tremblante de mon père était comme un couteau, à la fois douloureuse et éveillante. Sa lettre était longue, pleine de remords et de secrets qu'il avait gardés cachés durant ces dernières années. Il écrivait qu'après la mort de ma mère, il avait sombré dans un profond chagrin, et que Vivien lui était apparu comme une échappatoire. Il pensait qu'elle apporterait la stabilité à la famille, mais il avait tort. Vivien n'était pas la femme que je croyais. Il écrivait, elle m'a manipulé, Lucian, et j'étais trop faible pour le voir. Il révélait que Vivien contrôlait toutes ses communications, emails, appels téléphoniques, l'empêchant de me contacter ou même de savoir où j'étais. Elle lui disait que je le détestais, que j'avais coupé tout contact avec lui parce que je ne voulais plus être son fils. J'ai arrêté de lire, les larmes brouillant la page. Je me souvenais de ces brefs appels gênants de mon père quand j'étais à l'université. Sa façon de demander « ça va » d'une voix lasse. Je pensais qu'il s'en fichait. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Vivien avait érigé un mur entre nous. Elle lui avait raconté des mensonges, lui faisant croire que j'étais le traître. La lettre révélait ensuite des détails effrayants. Mon père écrivait que Vivien et Elias l'avaient poussé à rédiger un testament m'excluant de tous les biens, y compris ses actions dans Carter Enterprises. Ils m'ont fait sentir comme un père raté, écrivait-il. Je les ai laissés me contrôler, Lucian, mais durant mes derniers mois, j'ai essayé d'arranger les choses. Au moment où vous lirez ces lignes, je ne serai peut-être plus là, mais j'ai rédigé un nouveau testament. Tous mes biens, la maison, les voitures, le yacht, l'hippodrome et mes actions dans Carter Enterprises, je vous laisse décider de leur sort. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour perpétuer l'héritage familial. J'espère que vous me pardonnerez. Outre la lettre, l'enveloppe contenait d'autres documents, courriels, notes et enregistrements audio que mon père avait conservés secrètement. L'un d'eux était une conversation entre Vivant et un homme nommé Raymond Hall, un concurrent de Carter Enterprises. Dans celle-ci, Vivien promettait de vendre des actifs clés de l'entreprise à Holt à bas prix en échange d'une importante somme transférée sur son compte personnel. J'écoutais l'enregistrement, la voix de Vivant, froide et calculatrice, comme si Carter Enterprises, le rêve de mon père, n'était qu'une marchandise dont elle pouvait tirer profit. James ne le saura jamais, dit-elle à Hall. Il est mourant et ce sale gosse de Lucian est parti depuis longtemps. La vérité me laissa tremblante de rage et de profonde tristesse. Mon père avait su la vérité, avait essayé de se racheter, mais le temps lui manquait. Je repensais aux années où je l'avais blâmé, au moment où j'avais refusé d'appeler chez moi, et mon cœur se brisait. Mais je savais aussi que ce n'était pas le moment de me noyer dans le chagrin. Je devais agir non seulement pour mon père, mais aussi pour moi-même afin de protéger son héritage et de dénoncer les manipulations de Vivien. Le lendemain, j'ai contacté Franklin Ross, l'avocat de longue date de mon père qui travaillait chez Carter Enterprises depuis avant ma naissance. Monsieur Ross était un homme grand et mince, aux cheveux argentés, au regard vif mais bienveillant. Je l'ai rencontré dans son petit bureau du centre-ville de Franklin, où des piles de papier atteignaient le plafond. Lorsque je lui ai tendu l'enveloppe de mon père, il a lu la lettre et le testament, l'air grave. « Lucian » a-t-il dit à voix basse.
Ce sont des documents cruciaux. Si ce que vous dites est vrai, Vivant et Elias ont commis une fraude grave. Monsieur Ross m'a expliqué que le faux testament présenté par Vivant après les funérailles pourrait être annulé si nous prouvions la légitimité du véritable testament. Il a également ajouté que l'enregistrement de la conversation de Vivant avec Raymond Holt pourrait servir de preuve dans une affaire civile, voire pénale, si nécessaire. J'ai hoché la tête, sachant que ce combat ne serait pas facile, mais je n'étais plus le garçon de 12 ans que Vivien qualifiait de fardeau. J'avais bâti ma propre carrière à Seattle, affronté des défis que je n'aurais jamais cru pouvoir surmonter. Je ne laisserai pas Vivant voler l'héritage de mon père ni la laisser gagner. Vivien, sentant la menace, a commencé à répandre des rumeurs autour de Franklin. Elle a raconté à tout le monde que j'étais revenu pour m'emparer de l'héritage, me présentant comme un opportuniste profitant de la mort de mon père. D'anciens voisins qui m'avaient connu enfant me regardaient avec suspicion. Mais je m'en fichais. Je connaissais la vérité et j'avais les preuves entre les mains. J'ai appelé Harold, mon patron à Green Horizon, et lui ai demandé 2 semaines de congé supplémentaires. Je dois rester à Franklin pour m'occuper des funérailles et de quelques affaires familiales. Harold, ai-je dit en m'efforçant de garder une voix calme. Avec sa compréhension habituelle, il a immédiatement accepté. Prends soin de ta famille, Luciane. Je m'occupe de tout ici, a-t-il dit, et j'ai ressenti un léger soulagement. J'ai commencé à suivre discrètement les déplacements de Vivien. Chaque matin, je quittais l'hôtel tôt, louais une vieille voiture pour ne pas être reconnu et observais discrètement la vieille maison familiale. Vivant y vivait toujours avec Chloé et Elias, comme si la mort de mon père ne les avait pas affectés. Je les voyais aller et venir, riant parfois comme si de rien n'était, et cela me mettait le sang chaud. Mon père avait passé sa vie à bâtir Carter Enterprises, et maintenant ils essayaient de lui voler son héritage. Environ une semaine après les funérailles, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Un après-midi, j'ai vu Vivien, Chloé et Elias quitter la maison ensemble dans une élégante Mercedes noire. Ils étaient habillés de façon formelle, comme s'ils se préparaient pour une réunion importante. Je les ai suivis, gardant suffisamment de distance pour ne pas être repéré. Leur voiture s'est arrêtée devant un immeuble de bureau du centre-ville de Franklin, où une pancarte indiquait « Cabinet d'avocat Thomson & Lee ». Mon cœur s'est emballé. J'étais presque certain qu'ils étaient là pour s'occuper du testament. Je me suis garé dans une rue latérale, observant de loin. Vivant est entré dans le bureau avec assurance, Chloé et Elias les suivant. J'ai appelé Monsieur Ross et lui ai dit de me retrouver au cabinet de Thomson & Lee. Monsieur Ross est resté silencieux un instant avant de répondre. Luciane, je connais ce cabinet. Ils sont spécialisés dans la gestion des successions importantes. Si Vivien est là, elle essaie peut-être de légitimer le faux testament. Avez-vous le vrai testament avec vous? Oui, ai-je répondu, la main serrée contre l'enveloppe dans la poche de ma veste. Je l'ai toujours sur moi. Bien, dit Monsieur Ross. Je serai là dans 15 minutes. On va régler ça. J'attendais Monsieur Ross dans la voiture, le cœur battant. Je pensais à mon père, à son écriture tremblante dans la lettre. À la façon dont il s'excusait pour la douleur que j'avais endurée. Je ne pouvais pas laisser Vivien Wynne prendre ce que mon père voulait pour moi. Quand Monsieur Ross arriva, vêtu d'un costume gris argenté et portant une mallette, je sentis une lueur de confiance revenir. Allons-y, Luciane, dit-il, le regard perçant. On va mettre un terme à tout ça. Nous entrâmes dans le bureau de Thomson & Lee, où l'air était frais et sentait le vieux papier. La réceptionniste leva les yeux, légèrement surprise par notre présence. Il faut que nous voyions Monsieur Thomson, dit Monsieur Ross d'une voix autoritaire. C'est au sujet du testament de James Carter. La réceptionniste hésita, mais après un bref appel téléphonique, nous conduisit dans une petite salle de réunion. Vivien, Chloé et Elias étaient déjà là, assis autour d'une longue table avec Monsieur Thomson, un homme d'âge moyen aux lunettes à monture dorée et à l'air sévère. Lorsque Vivien nous vit, Monsieur Ross et moi, elle se leva d'un bond, le visage blême. « Que faites-vous ici, Luciane » cria-t-elle d'une voix brisée. « Asseyez-vous, Madame Carter » dit Monsieur Ross d'un ton calme mais ferme. Il se tourna vers Monsieur Thomson, présentant le véritable testament contenu dans la lettre de mon père. « Je suis l'avocat qui représente mon père. Luciane Carter, l'héritier légitime de James Carter. Nous avons la preuve que le testament présenté par Madame Vivien est frauduleux. » Le silence retomba dans la salle. Monsieur Thomson prit les documents,
l'air grave à mesure qu'il lisait. Vivien tenta d'intervenir, la voix tremblante. C'est un faux. Lucien essaie de nous tromper. Je m'avançai et fixai Vivien du regard. Vous avez manipulé mon père, Vivien, dis-je d'une voix basse mais puissante. Vous l'avez empêché de me contacter, vous l'avez forcé à rédiger un faux testament, et maintenant vous essayez de vendre les actifs de Carter Enterprises à Raymond Holt. J'ai des preuves, l'enregistrement, les courriels, tout. Elias, assis à côté de moi, rougit, me fusillant du regard comme un animal acculé. Il se leva brusquement, sa chaise s'écrasant au sol. Lucien, vous voulez mourir en osant. Avant qu'il ait pu terminer, Monsieur Thompson leva les yeux, le regard glacial. Madame Carter, Elias, ce sont des allégations très graves. Si ces documents sont vérifiés, vous pourriez faire l'objet de lourdes poursuites civiles, voire pénales. Vivant, elle s'effondra sur sa chaise, le visage blême. Elias essaya de parler, mais sa voix vacilla et Claude se mit à pleurer. Je les regardais, ressentant non pas du triomphe, mais une profonde tristesse. Ils avaient tout eu. La maison, l'argent, la protection de mon père. Mais leur cupidité les avait poussés à prendre ce qui ne leur appartenait pas. J'inspirai profondément et dis, Monsieur Thompson, je ne veux pas les poursuivre en justice. Je veux juste que justice soit faite pour mon père. J'exige que Vivien, Chloé et Elias quittent immédiatement la maison familiale et ne reviennent jamais à Franklin. S'ils acceptent, je ne donnerai pas suite. Vivant me fixa, le regard mêlé de stupeur et de haine. Vous vous croyez si noble, siffla-t-elle. Mais Monsieur Ross leva la main pour l'interrompre. Madame Vivant, je vous conseille d'accepter l'offre de Luciane, dit-il. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, vous perdrez bien plus qu'une maison. Après un silence tendu, Vivien hocha la tête, les lèvres pincées. Chloé et Elias, sans rien dire, la tête basse, suivirent leur mère hors de la pièce. Monsieur Thompson promit de vérifier les documents et de s'assurer que le véritable testament soit bien exécuté. Lorsque la porte se referma derrière eux, je sentis comme un poids s'enlever, mais cela laissa un vide dans mon cœur. J'avais gagné. J'avais obtenu justice pour mon père, mais le prix à payer fut des années d'éloignement. Des mots non dits, et une famille que j'avais autrefois espéré reconstruire, désormais brisée à jamais. Je restai à Franklin une semaine de plus pour finaliser les formalités testamentaires. Monsieur Ross travailla sans relâche pour que tous les biens de mon père, de Carter Enterprises à la maison familiale, me soient légalement transférés. Vivant, comme je l'avais exigé, quitta la maison le lendemain. Chloé et Elias démissionnèrent de l'entreprise et partirent quelques jours plus tard. J'appris qu'ils avaient déménagé dans une autre ville, peut-être Philadelphie, où Vivien avait de la famille. Peu m'importait où ils allaient, espérant seulement qu'ils ne reviendraient jamais à Franklin ni ne tenteraient de s'immiscer dans ma vie. La vieille maison était désormais à moi, mais je ne voulais pas y vivre. Elle abritait trop de souvenirs, à la fois doux et douloureux. J'ai décidé de la transformer en centre communautaire, un lieu où les enfants de Franklin pourraient venir apprendre, jouer et rêver, comme ma mère m'y avait autrefois encouragé. J'ai engagé une équipe pour rénover la maison, préservant son charme d'antan tout en y ajoutant des espaces modernes, une petite bibliothèque, une salle d'art et un jardin haut. J'ai installé une petite statue de grue en papier à la mémoire de ma mère. Carter Enterprises représentait un défi plus important. Sous l'influence de Vivien, l'entreprise s'était éloignée de la vision initiale de mon père. Des projets de luxe, des accords douteux avec Raymond Holt et un manque de transparence financière avaient terni sa réputation. Je savais que la restaurer ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à le faire, non seulement pour mon père, mais aussi pour les valeurs auxquelles je croyais. Je suis retourné à Seattle pour terminer mon travail chez Green Horizon, mais je savais que je devrais passer beaucoup de temps à Franklin pour relancer Carter Enterprises. Harold, mon patron respecté, a soutenu ma décision. Tu as une chance de faire quelque chose de grand, Luciane, m'a-t-il dit. Fais de cette entreprise quelque chose dont ton père serait fier. J'ai hoché la tête, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi une poussée de motivation. Dans les mois qui ont suivi, j'ai partagé mon temps entre Seattle et Franklin. J'ai travaillé avec des employés expérimentés de Carter Enterprises, ceux qui avaient accompagné mon père depuis ses débuts. Ils m'ont raconté les années fastes de l'entreprise, lorsque mon père était jeune, passionné et toujours soucieux de la communauté. Ces histoires m'ont inspiré et m'ont aidé à élaborer un nouveau plan, axé sur le logement abordable, les projets durables et le soutien aux familles en difficulté de Franklin.
L'un des premiers projets que j'ai lancé a été le réaménagement du vieux quartier qu'Elias et Vivian voulaient démolir pour en faire un complexe hôtelier de luxe. J'ai collaboré avec des organisations à but non lucratif grâce au fonds de Carter Enterprises pour construire des logements décents, un parc communautaire et un centre de formation professionnelle. Une fois le projet terminé, voir des familles emménager dans leur nouvelle maison était comme tenir une promesse faite à mon père et à ma mère. Alors que Carter Enterprises reprenait de l'ampleur, j'avais le sentiment de perpétuer l'héritage de mon père à ma manière. L'entreprise n'était pas seulement une affaire. C'était un moyen d'apporter des changements positifs, comme ma mère m'avait appris la gentillesse et la responsabilité. J'ai accroché une grue en papier dans mon bureau, juste à côté du portrait de mon père, en souvenir de ce qui m'avait amené ici. Mon histoire ne s'arrête pas à ma victoire sur Vivian ou à l'héritage de Carter Enterprises. Elle se termine par une leçon apprise au fil d'années de souffrance et de lutte. Un véritable héritage ne se résume pas à des biens, mais à la vérité, à la justice et à la responsabilité envers la communauté. J'ai pardonné à mon père, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'avais besoin de lâcher prise pour aller de l'avant. J'ai appris à ne pas me laisser influencer par des manipulateurs comme Vivian, et j'ai chéri les valeurs que mes parents m'ont léguées. Résilience, gentillesse et foi en un monde meilleur. Franklin n'était plus un lieu qui me confinait. C'est là que je me suis redécouverte et que j'ai bâti un nouvel héritage, non seulement pour mon père, mais aussi pour les générations à venir.